Salut Johan, je suis super content de te retrouver sur cette interview du laboratoire du web. L'objectif de ces interviews, c'est de parler un peu mindset. Je suis sûr que tu auras plein de pépites à nous partager, parce qu'on nous rabâche de plus en plus qu'il faut du mindset, etc. Mais au-delà de donner des techniques, je pense que le plus simple, c'est de s'en imprégner et puis de voir un peu comment les gens prennent leurs décisions, comment des entrepreneurs à succès fonctionnent, pour après s'imprégner de ça et puis le provoquer chez soi petit à petit. Ça te va comme programme? Super, ça me va, c'est parfait. Cool. Alors moi, je commence toujours avec une question que j'aime beaucoup, parce on n'en parle jamais, on parle toujours du présent et du futur, mais on parle jamais du passé. Et j'aimerais savoir qui était l'enfant Johan. Très bonne question. D'ailleurs, quand on voit ce que je fais aujourd'hui, parfois beaucoup ont du mal à y croire. Mais, j'étais plutôt le l'introverti dans son coin, un peu geek, un peu à part, qui se posait plein de questions et qui était, j'étais toujours un peu, je dirais pas, j'étais pas rejeté vraiment, mais à part. Donc, j'avais ce côté, c'est quand on est enfant, quand on est un peu différent, c'est pas évident de s'intégrer. Mm. Mais, voilà, c'était plutôt, discret, on m'embêtait pas spécialement, mais j'étais pas très à l'aise socialement étant introverti et timide Ouais. et là où ça a peut-être été le plus dur, ça a été, les la fin de l'école primaire où j'ai pris beaucoup de poids et on m'appelait Bouboule et là, j'ai commencé vraiment à vivre le rejet Ok. et ce qui fait que juste avant de rentrer au collège, je me suis repris en main, j'ai changé physiquement et là, ça a été beaucoup mieux. Ok, donc plutôt le profil timide. Comme C'est quoi, ça, vraiment, ouais, comme quoi en fait on peut devenir entrepreneur qu'importe sa personnalité à la base. Et clairement, oui. quand tu étais petit, du coup, comme tu étais plutôt cet enfant rêveur, je suppose, un peu à se construire ses univers et tout ça, C'est ça. tu t'imaginais le futur comment? Tu te voyais comment plus grand? Je sais pas trop, je crois que je me posais pas trop de questions sur le futur, parce que j'étais plus dans, dans peut-être, ouais, peut-être le côté, comme on l'a tous vu dans Retour vers le futur. On aurait des hoverboards, c'est j'imaginais aussi qu'à l'an 2000, on aurait des voitures volantes qui allaient apparaître. On est loin de ça. Dommage. Heu, donc voilà, il y avait le côté futuriste, mais j'aimais bien aussi le côté, j'avais aussi ce j'étais entre ça, le côté ultra futuriste technologie parce que j'étais fan, mais aussi le côté peut-être, carrément post-apocalyptique qui est moins drôle. Mais ça, je crois que c'est beaucoup basé sur les fictions que je regardais et sur, les univers que je consommais, que ça soit dans les mangas, dans les films, dans Le Seigneur des Anneaux, dans Star Wars, donc c'était un peu un mélange de tout ça. D'ailleurs, Donc c'est j'avais pas une vision du futur, mais j'étais partagé un peu. OK. Et tu toujours dans un peu dans cet univers-là? Parce que c'est devenu, c'est pas une mode, mais c'est devenu une prise de conscience avec tous les la collapsologie et tout ça. Toi, t'es resté un peu aussi dans à suivre cet univers-là? J'avoue que je suis pas trop fan de tout ce qui est collapsologie, imaginer, catastrophe ou qu'on va finir comme dans Mad Max. Quoique c'est une hypothèse que je n'exclus pas parce que je suis ouvert à tout. Mais je crois qu'on est aussi très fort pour s'adapter, pour pouvoir trouver des solutions aussi quand on déconne. Mais je crois que j'ai un peu lâché prise sur essayer de prédire le futur parce que je suis plus passé en mode, peut-être avec l'entrepreneuriat, en mode qu'est-ce qu'on peut créer? C'est-à-dire, plus en mode, plutôt que de subir et se dire: «Ça va être comme ça», comment moi je peux créer, ce que j'ai envie de créer en fait et contribuer à ce futur, à mon échelle. Donc t'attends pas à ce que la retraite change? J'ai jamais vraiment eu d'attente sur ça. Je crois que c'est peut-être l'esprit entrepreneur, c'est pas jamais attendu, une retraite ou tout ça parce qu'en fait, je m'imagine pas encore vieux et j'ai pas envie de Non, vivre totalement. en préparant mes vieux jours donc je préfère profiter là où je suis et me créer ma propre retraite et indépendance. Et quand est-ce que tu penses que tu as eu cet état d'esprit entrepreneur? Je suppose que tu l'as pas eu enfant, parce qu'enfant, c'est rare que les enfants se disent, avec le système scolaire, vu comment c'est fichu, c'est rare que tu te dises: «Tiens, je vais devenir entrepreneur», sauf si c'est dans la famille. Toi, tu préfères je sais pas, tu avais un métier de prédilection que tu voyais quand tu étais petit ou? Bah, en fait, je sais une chose, c'est que je voulais voyager.
J'ai OK. toujours été passionné de voyage depuis tout petit. J'avais qu'un rêve, c'était de partir, explorer le monde. Mais, là où ça a été un gros déclic, c'est que déjà je pense que j'avais des prédispositions sur le côté un peu à part, mais parfois même un peu rebelle et d'avoir du mal à respecter les règles. Donc ce qui fait que j'étais pas l'enfant, comme je dis, c'est plutôt introverti qui allait être le rebelle qui «fout le bordel» entre guillemets. J'étais plus le rebelle qui remettait tout en question. Et ça, je pense que j'avais un état d'esprit où je voulais toujours créer, j'avais toujours envie faire mes choses, mes trucs en fait, même parfois dans mon coin. Et ce qui fait que j'ai plus eu ces prédispositions et après, quand je suis parti dans mes études, faut savoir aussi que dans ma vie, j'ai vécu, le décès de ma mère à mes 18 ans et Ouais. je crois que ça a commencé là. C'est que je me suis dit en fait, la vie, enfin ça tout peut basculer du jour au lendemain et je me suis dit: «Bon, je vais faire mes études, mais je vais jamais, jamais, jamais m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire». À l'époque, ce que je voulais faire, c'était des études. Donc je suis parti faire mes études, mais c'est venu assez tard, vraiment la partie entrepreneuriat, ça a été un déclic. C'est quand j'ai fait un stage dans une start-up et OK. le chef d'entreprise, qui a été mon mentor à l'époque, c'était vers le milieu de mes études, bah, il m'a offert, pas mal de livres sur le marketing, il m'a offert aussi, Père riche, père pauvre, La semaine de 4 heures, les trucs comme ça, qui m'ont montré une autre perspective, mais c'est comme si c'était pour moi une évidence en mode: «Mais oui, en fait, c'est ça ta voie». C'est que tu as ces profils-là, je me reconnaissais à travers lui, à travers les profils entrepreneurs et je me suis dit: «Bah, en fait, oui, je me suis engagé sur une école de commerce, mais finalement, tu es pas fait pour être salarié». Ça se sent et l'avantage, c'est que dans mon école, il y avait quand même une majeure entrepreneuriat que j'ai prise parce que c'était la dernière année et et je crois que le déclic s'est fait là et que quand je suis rentré en France à ce moment-là, c'était en 2008, j'ai dit: «Bah, je serai jamais salarié de ma vie, je crée ma boîte» OK, et je donc l'ai créée pendant que j'étais étudiant. du coup, tu n'as jamais été salarié? J'ai jamais été salarié. Les seuls contrats c'était des CDD que j'ai signés et c'est parce qu'au début, forcément, quand on débute, on n'a pas forcément les moyens et je gagnais pas assez bien ma vie, donc j'ai fait des missions, j'ai travaillé pour, une agence qui bossait avec Nintendo, pour vendre des Wii. D'ailleurs, le dernier Noël où il fallait écouler les stocks avant que la Wii U sorte, la console qui a suivi, et j'ai aussi, à ce moment-là, travaillé, voilà, dans une petite mission et je faisais aussi des contrats en auto-entreprise mais jamais signé un CDI, jamais. Et L'objec c'était des trucs de genre 2 3 mois, quoi. C'était vraiment des petits jobs. Et toujours, dans l'objectif, en fait, c'était pour pouvoir lancer, C'était purement alimentaire, ouais. OK. Après, il y a pire comme truc alimentaire, c'est-à-dire que, j'ai pas été en restauration, serveur ou des trucs un peu p je pense que peut-être un peu plus difficiles. J'ai eu quand même des jobs qui étaient assez fun, animation de jeux vidéo, animation, pigiste, des trucs comme ça, c'est franchement ça va. Mais c'était cohérent avec la voie que je voulais prendre. Mais ouais, après, c'est marrant aussi que je pense quand les choses, on sait qu'elles sont, ponctuelles, on les prend sous une autre C'est forme. ça. Par contre, ça a été très dur pour l'ego parce que quand on est bac+5, donc c'était juste le moment où j'ai pris ces CDD, c'était vraiment quand j'ai fini mes études parce que j'étais déjà entrepreneur, mais j'y gagnais pas assez. Donc à la fin de mes études, tout de suite, j'ai pris ces jobs-là pour vivre et j'avoue que quand on a un bac+5 et qu'on se retrouve à faire ces jobs-là et que vous avez des amis qui passent parfois en rayon et qui vous voient, c'est c'est dur à expliquer. Mais en fait, j'en parlais beaucoup et je disais: «De toute façon, j'y crois, je continue mon projet et tôt ou tard, Ça je vais paiera. y arriver et ça paiera» et franchement, j'ai aucun regret parce qu'aujourd'hui, ces mêmes amis me disent: «Tu as de la chance». Mmh. Mais ils ont oublié cette période où c'était Où dur, quoi. où tu as dû mettre ton ego de côté, Bah, mettre l'ego de côté, en plus, en France, quand on n'a pas de CDI et qu'on n'est plus étudiant et qu'en plus la famille est, en Martinique, donc alors que je suis en France métropolitaine, trouver un appartement, c'est une galère pas possible. ah, tu m'étonnes. Personne voulait me louer un appart, personne voulait voilà, j'avais pas de garant, enfin, c'était une galère pas possible et ce qui fait que j'ai eu la chance d'avoir un ami qui sous-louait parce qu'il est parti à l'étranger. Juste après, j'ai eu, la mère d'une amie qui louait sa maison parce qu'elle partait. J'ai eu des opportunités comme ça, mais heureusement parce que sinon, j'étais pas à la rue, mais j'aurais dû rentrer chez mes parents en Martinique, quoi. Ouais, Et je ça me voyais pas là-bas parce qu'en fait, c'était très compliqué par rapport à ce que je voulais faire, rester sur une île, moi, j'avais qu'une envie après mon bac, c'était de partir. ah oui, OK. Ouais, Ouais. que j'ai peut-être pas précisé, mais j'ai grandi en Martinique et c'est à 18 ans que je suis parti, après mon bac.
Ah oui, d'accord, donc c'est assez, Ouais. enfin, c'est récent, plus maintenant, mais enfin, c'est Je suis parti, bah, c'était en 2005. J'ai eu mon bac en 2005 et j'ai OK. fini mes études en 2010-2011. 2010-2011. Ouais, c'est Ouais, parce qu'en fait, j'ai fait une année, qui a été, une année «échec» entre guillemets d'école d'ingénieur où j'ai vu que c'était pas ma voie et finalement j'ai fait un DUT après une école de commerce. Voilà, OK. c'était la petite parenthèse pour comprendre que j'ai pas mis 5 ans, mais 6 ans. Ouais, tu mis une année de plus. OK. C'est ça et je dis 2010-2011 parce que la fin, c'est plus vraiment des études, c'est un stage de fin d'études et Ah oui, c'est un ouais, peu ouais. différent, ouais. On n'est plus vraiment étudiant, on est entre les 2. On est à peu près dans les mêmes âges que j'ai fini en 2009. Ouais, Heu et du coup, tu parlais dans tes petits jobs que tu avais fait, tu as été dans l'univers des jeux vidéo. Ça ouais. finalement, ça te poursuit encore? Clairement, bah, Game Oui, Entrepreneur, c'est un peu, une référence à ça. et ça a été quoi le chemin, pour arriver à Game Entrepreneur? Tu es passé par quoi, par étapes, Ben, en f entrepreneuriales? en fait, ce qui est très marrant, c'est que quand Game Entrepreneur, à la base, c'était un livre. C'est-à-dire que, bah, justement, on parlait de la fin des études de 2010-2011. Il faut toute fin d'études, il faut faire un mémoire, un mémoire de fin d'études et mon mémoire, comme j'étais en école de commerce et en entrepreneuriat, j'ai écrit un livre sur l'impact des mécaniques et des jeux, ce qu'on appelle la gamification. Mmh. Donc utiliser les mécaniques des jeux dans le marketing, dans le travail, dans les ressources humaines pour motiver les gens et quand je suis rentré dans, voilà, dans cet univers, je me suis dit: «Bah, qu'est-ce que je pourrais produire comme mémoire sur ce sujet-là?» et j'ai croisé une passion qui est le jeu avec le marketing et le business, l'entrepreneuriat et mon mémoire de fin d'études est sur ça. C'est comment on utilise les jeux, les serious games, comment on forme avec les jeux, comment on motive une équipe avec des mécaniques de jeu, tous les trucs comme ça et ce mémoire j'ai eu une très, très bonne note. Je sais plus si c'était 17 ou 18 ou enfin, c'était entre 16 et 19 parce qu'il y a le grand oral, il y a le mémoire, enfin, c'est un petit peu tout, mais j'ai une très bonne note, au-dessus de 15 en tout cas et hem et j'ai dit: «En fait, c'est dommage parce que ce truc que j'ai écrit, à l'époque 2011, c'était tout nouveau». Genre, enfin, en tout cas, j'étais à l'époque quand j'ai écrit le mémoire, j'étais à Montréal, parce que mon stade de fin d'études, je l'ai fait à Montréal OK. et c'était tout nouveau et le premier truc qu'on m'a dit, c'est: «Beh, pourquoi tu en fais pas un livre?» J'ai un ami que j'ai rencontré qui m'a dit, «Écoute, tu ton mémoire, plutôt qu'il finisse dans les archives de l'école, reprends-le». Je l'ai un peu réécrit et tout, j'en ai fait un livre. Auto-édition, ça a été mon premier livre. Je l'ai auto-édité, je me suis auto-formé pour savoir comment auto-éditer un livre. Je l'ai fait corriger par, des amis, et cetera, mon entourage. Je l'ai fait relire et tout et je l'ai publié et ça a pas été un gros carton, mais à un moment, il était quand même top des ventes dans la catégorie jeux vidéo d'Amazon, dans les livres. Ah oui? Mais bon, c'est pas une catégorie, il y avait une grosse Ouais. concurrence à l'époque. Mais c'était quand même, mon premier ouvrage, il s'appelait Game Entrepreneur. Après, j'ai laissé un peu de côté, je suis passé à d'autres choses et c'était en 2017 et 2018, la transition. Je voulais relancer, parce qu'en fait, pendant un moment, j'ai fait un peu plus de développement personnel, l'accompagnement entrepreneur, mindset et cetera et à un moment, je me suis dit: «J'ai envie de proposer quelque chose de nouveau dans la formation», notamment en ligne, dans le domaine, tout ce qui est un peu infopreneur, formateur et tout et je me suis dit: «Le gros problème qu'il y a dans tout ça, c'est que ça manque, un de fun et 2 d'engagement». Le gros problème qu'il y avait, c'était l'engagement, c'est que les gens abandonnaient en cours de route et je me suis dit: «Tu as quand même écrit un truc en 2011 sur comment engager les gens par le jeu. Est-ce qu'il serait pas temps de ressortir ton vieux truc et de l'utiliser pour, sortir une nouvelle approche?» et je me suis dit: «Ouais, bah, en fait, je cherchais un nom» et puis je me suis dit: «Pourquoi je le rappelle pas Game Entrepreneur?» et en plus, j'ai eu un ensemble de sortes de synchronicités, de hasards qui m'ont amené à Montréal au même moment et j'ai dit: «Mais en fait, je suis de retour à Montréal pour la première fois depuis cette écriture de ce livre. Je vais appeler ce projet Game Entrepreneur» et finalement, ça a créé un écosystème, en fait. Donc Ouais, du c'est coup, chouette. c'est parti de là. Mmh. Chouette, et puis c'est un nom que tu utilises depuis assez récemment par rapport à tes débuts en tant qu'entrepreneur? Parce que je t'ai suivi au début, tu C'est étais ça, sur, heu, mince, c'était c'est quoi le plutôt révolution positive ouais, et encore avant, et tu avais pas un truc, Bizen, ou comment c'était exactement le nom? oui, B2Zen, Ouais, ouais. B2Zen, c'est ça. J'ai eu enfin, c'était les noms de mes blogs, Pro Influence, B2Zen, des trucs comme ça Mmh, et de fil en aiguille, à un moment, j'ai voulu que bah, Game Entrepreneur, c'est devenu carrément une marque. mmh. C'est-à-dire que c'est une marque déposée, j'ai recréé tout un branding autour.
un gros branding. D'ailleurs, tu étais là quand j'ai fait une tournée de conférences pour Tout à communiquer fait. dessus et c'est dessus que, bah, je suis reparti, avec vraiment une stratégie de branding et d'écosystème, en fait et Ouais, c'est plus de créer un mouvement que juste un programme. et d'ailleurs, ouais, c'est intéressant ce que tu dis, que tu as eu enfin, le branding t'a permis de bien mettre en avant, ton enfin, de créer vraiment un écosystème. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'important, sur lequel il faut travailler son branding? Je pense que le branding, c'est peut-être le truc le plus important qui est trop négligé. C'est-à-dire que s'il fallait définir le branding, bon, c'est la marque. Branding, ça peut être lié à ce qu'on peut traduire littéralement l'image de marque, mais de façon plus concrète, c'est la réputation. Et ça peut être la réputation d'une entreprise, d'une marque, d'une, personne, si on est en tant qu'expert, donc c'est ce qu'on appelle le personal branding, qui d'ailleurs personal branding est une marque qui est déposée aussi, pour ceux qui ne savent pas. OK. Et et du coup, tout ça fait que je crois que la réputation, c'est ce qui va rester. Parce qu'il y a des tendances qui bougent, que ça soit les réseaux sociaux, les plateformes qui fonctionnent, là on communique et tout. Mais ce dont les gens vont se rappeler, c'est le nom de la marque. Si on regarde, les vieilles marques, hein, comme, je sais pas, Pepsi, Coca, les marques d'informatique, Microsoft, si on a les marques comme Sony et cetera, Samsung, c'est des marques, vraiment c'est une brand, c'est une marque qui est connue. Même s'ils ont différents produits, différents univers, différents marchés et cette marque-là, les gens la connaissent. Et d'ailleurs, j'ai fait un test lors d'un des séminaires, j'ai demandé aux gens: «Bah, citez-moi une marque de soda». Le truc qui revient le plus, c'est Coca. Si je demande une chaîne de fast-food, c'est McDo qui va revenir. Si je demande, l'informatique, il y a quoi? Il y a Microsoft, Apple, peut-être Dell, mais ça va se compter sur les doigts d'une main, ceux qui reviennent le plus, parce que ce sont des marques. Et donc le branding, c'est ça, c'est soit en son nom ou le nom de sa marque, comment créer quelque chose qui rentre dans le cerveau des gens et que quand ils pensent à quelque chose, ils pensent à votre marque. S'ils pensent à un restaurant, ils vont penser à vous. S'ils pensent à un expert sur un sujet très pointu, ils vont penser à vous. S'ils pensent, je sais pas, à un chirurgien très spécialisé sur un truc, si votre nom revient beaucoup, bah, ça aussi, c'est une image de marque. Donc je crois que la réputation, c'est ce qui va poursuivre, en fait, sur le long terme. Là où la communication va varier, mais amener et créer cette réputation. Et ouais, c'est quoi les plus gros leviers à ton avis pour réussir à trouver un petit peu son identité, son image de marque? Là, tu dis plus en tant que personne ou en tant que sur un produit marketing? Non, plutôt en tant que personne quand on Personne, qu'on est rencontre, expert, ouais. voilà. Je dirais en fait la première chose, c'est déjà de trouver sa zone de génie. C'est-à-dire que si on est expert, on peut pas être juste un bon généraliste. Je crois qu'il vaut mieux être un très, très bon spécialiste et excellent spécialiste. C'est-à-dire qu'on va toujours aller vers un spécialiste plutôt qu'un généraliste. Je sais pas, si j'ai un problème de cœur, je vais chercher un cardiologue, je vais pas aller voir un médecin généraliste en espérant que ça me sauve. C'est peut-être la première étape, mais il va rediriger vers un spécialiste. Hem et je crois que la première chose, c'est de trouver une spécialité. Je sais que ça peut être frustrant, surtout que j'ai un syndrome qui est le syndrome multipotentiel, qui est que j'aime toucher à tout. C'est-à-dire que je peux être autant très bon sur du copywriting que je peux être très, très bon sur du mindset et de l'efficacité et du coup, j'ai du mal à trouver une case dans laquelle rester. Mais par contre, dans ma com, il y a des moments, je vais être à fond spécialiste gestion du temps, efficacité et basé sur ces problématiques-là. À un autre moment, sur des problématiques plus marketing. Donc on peut avoir différentes facettes, mais quoi qu'il arrive, il faut toujours être spécifique dans sa communication. Et je crois que sa marque, c'est ça. Après, il y a des très bons, peut-être généralistes, experts, mais qui sont reconnus, mais ça demande beaucoup plus de temps. C'est qu'ils ont d'abord été connus sur une spécificité très souvent. Par exemple, ils ont été connus sur, je sais pas quel exemple donner parce que, je pense beaucoup, si on parle de marque de Tony Robbins qui est connu mondialement, au tout début, bah, ouais, c'était des développement personnel, ça restait un peu large, mais je crois qu'il était vraiment beaucoup basé sur la confiance en soi, sur le passage à l'action et après il s'est diversifié, il allait même vers le business et cetera. Ça reste quand même quelqu'un qui a créé une marque sur la durée et quand on dit son nom, les gens vont même pas se demander, «Est-ce que ça va m'apporter quelque chose?» parce qu'ils parlent de ceux qui le connaissent, ils vont se dire: «Si lui, il fait un truc et qu'il aime bien, ils savent que ça vaut le prix». Ouais. Donc si on va à, je sais pas, un business mastery à 10 000 on se pose même pas la question de: «Est-ce que ça les vaut?» quoi. Alors que s'il y a pas ce côté marque, on sait pas que c'est lui et tout sa brain qu'il y a autour, on serait peut-être pas prêt à mettre ce prix-là. Donc c'est ça qui joue sur la réputation. La première chose, oui, zone de génie
réputation, comment vous allez pouvoir communiquer, répéter, répéter un message, le diffuser en masse, et puis bien entendu après la visibilité parce que si vous êtes dans l'ombre, personne ne le saura. Donc je pense qu'il faut avoir une spécificité, un message et diffuser le message au maximum. Et il y a un point qu'il faut pas négliger quand je parle de réputation, c'est aussi ce qu'on lit dans votre dos. C'est-à-dire que surtout si on fait du business, la marque et le branding se fait aussi dans les clients satisfaits. Ça veut dire que si un client est content, il va plus parler de vous que bah, oui, votre réputation va se faire sur la base des clients qui sont contents. Donc la vente ne s'arrête pas juste sur le marketing. Pour moi, le marketing, c'est aussi tout ce qui est après. Délivrer aux clients, le rendre heureux, les rendre contents et des clients contents vont aussi vous créer une image de marque, un branding qui va être fort. Parce qu'ils vont parler de vous, ils vont vous valoriser, ils vont faire des témoignages et ça va construire aussi votre réputation et votre marque. Donc je pense que c'est vraiment les points, sur lesquels travailler le plus. OK, super, super conseil. On va faire une petite, parenthèse légère, sur tes passions. Qu'est-ce que tu as comme passion, au-delà de l'entrepreneuriat? Ouais. Bah, le jeu vidéo, je crois qu'on en a un peu parlé, même si j'ai en Exact. fait, c'est marrant parce que je joue moins, mais pas parce que j'aime plus les jeux, mais je pense que c'est parce que, le business est devenu un jeu et c'est un peu l'esprit game entrepreneur. C'est que ce que je vis dans les jeux, je le vis dans mon business. Le côté challenge, affronter des nouveaux boss, passer au niveau supérieur et cetera et du coup, bah, c'est un peu dur parfois de quand on fait ça dans sa journée, de le soir, se dire: «Je vais encore jouer et faire la même chose». Même si parfois j'aime bien les jeux encore, enfin plus les jeux avec une histoire. Ouais, C'est-à-dire, comme si je regardais un film, mais là, c'est interactif. Et sinon le sport, je suis passionné de sport, quand ça sent en tant que consommateur, regarder ou le pratiquer. ouais, Quand on parlait de mon enfance, depuis très jeune, j'ai pratiqué les arts martiaux. ouais. J'ai fait du karaté jusqu'à mes 16 ans. Je pratique j'ai un peu arrêté en ce moment, mais la capoeira. J'ai fait du foot, du basket. J'adore regarder le foot et le basket, un peu moins maintenant. Hem, donc bah, après j'aime un peu tous les sports. J'aime le sport, la pratique du sport et le mindset sportif et je pense que ça a grosse portée sur mon business aussi, le côté, Je me rappelle d'ailleurs performeur. d'une anecdote que tu avais sortie sur, tu sais, tu courais, je crois que c'était à Bordeaux Ouais, et qu'il y en a un qui était un petit peu éméché qui t'avait, qui t'avait oui, coursé. oui. En fait, j'allais courir et il y a un gars qui était un peu fou, je sais pas ce qu'il avait pris, c'était à 6 heures du matin. Je sais pas s'il rentrait de soirée après avoir consommé des substances, mais il s'est mis à me poursuivre et du coup, bah, en fait, je suis sorti pour courir, bah, j'ai préféré courir qu'essayer de me battre ou parce que parfois, il vaut mieux éviter l'affrontement qu'on ne sait pas dans quel état les gens sont C'est ça. et surtout que bon, voilà, il y a rien à gagner, c'est pas Et si je me souviens bien, il avait bien tenu en plus, sur la course. ouais, ouais, en fait, il marchait pas droit et quand il s'est mis à courir, j'étais impressionné. J'ai pas compris et là, j'étais content quand même d'avoir, enfin, de toute façon, j'allais pour courir, mais, courir à froid à 6 heures du matin, taper un sprint, sur au moins 300-400 mètres à froid, sans être échauffé, ça pique. Et là, J'avoue, j'étais content d'avoir quand même une bonne condition physique. j'avoue. Et d'ailleurs, as-tu battu ton record depuis le temps? Attends, qu'est-ce que tu avais mis? Que tu avais réussi à faire ton premier er 10 kilomètres en 40 minutes? Un peu moins de 40 minutes? Un peu moins de 40, je sais plus si c'était en 38 ou 39 minutes. Je l'ai fait à l'époque, mais maintenant je pense pas que enfin, si je m'entraîne peut-être, mais c'est plus, mon objectif. OK. Depuis, j'ai pas fait mieux. Maintenant, c'est plutôt, 45-50 minutes, tranquille. C'est parce que là, c'était plus, ouais, c'est une époque où je faisais beaucoup de sport, j'étais en beaucoup plus grosse forme, mais maintenant je cherche plus, parce que là, c'était peut-être une époque beaucoup plus axée sur ce qu'on appelle, la puissance et tout ce qui est l'explosivité, Mmh. et maintenant je travaille plus peut-être sur l'endurance et la longévité. Parce que c'est vrai que quand j'ai fait beaucoup d'arts martiaux un peu, violents pour le corps, articulations et tout, au bout d'un moment, j'étais tout le temps blessé, enfin, j'avais tout le temps mal, tendinite et cetera, j'en ai eu marre et et j'ai dit: «Bon, maintenant je vais préserver mon corps». C'est Parce pas qu'avec l'âge, c'est plus les mêmes, puis en plus, je vois aussi, hein, ceux qui pratiquent la même chose et qui sont plus âgés, qui maintenant, ont tout le temps mal partout et je dis: «Bon, on fait attention». tu raison, ouais. Est-ce que tu saurais dire quel est ton plus gros défaut? Je pense franchement, je dirais l'impatience. Je suis un impatience impulsif. Je suis incapable je crois que le truc le plus difficile qu'on puisse me dire, c'est: «Attends». D'accord. Franchement, je supporte pas ça. Attends, attendre.
attendre dans une file d'attente, attendre à l'aéroport, j'ai un caprice, très, très fort, c'est que je suis capable de payer des options pour pas faire la queue. C'est ce que j'allais dire justement pour l'avion, ils le proposent, mais c'est parce qu'il y a des gens comme toi qui aiment bien ne ne pas C'est ça. attendre. En fait, limite, une fois dans l'avion, je m'en fous du siège, tout, je m'adapte. Je suis vraiment pas du genre, enfin, je m'adapte, même si j'aime bien le confort. Mais faire la queue, ça me saoule. C'est vraiment c'est con, mais c'est je peux pas attendre. Aller dans une f Parfois, je suis même déjà allé dans des files d'attente, j'arrive et je repars parce que j'ai la flemme d'attendre. Et donc je crois que mon impatience, c'est c'est mon plus gros défaut. J'essaie de travailler dessus, mais à un moment, j'ai lâché prise. Je dis: «Bon, je suis comme ça». Mais c'est une force aussi parce que dans le business, ça fait que j'exécute très vite. OK. Que s'il y a un projet, je vais pas attendre, je vais le faire. Après, c'est vrai que ça peut être contre-productif quand tu sais quand tu fais un truc, il faut que ça mûrisse, avoir la patience, mais il y a des fois, on a carrément en fait, on n'a pas le choix, donc je fais avec, mais je crois que c'est vraiment l'impatience. OK. Bah, justement, j'allais te demander, comment ça se matérialisait dans le business, mais tu l'as dit, du coup, tu agis vite. C'est ça. Par contre, j'ai beaucoup plus de patience avec les autres. Quand je travaille avec des gens et dans mes gens avec qui je bosse, je suis patient, je suis plus tolérant avec les autres, mais avec moi-même ou avec les administrations aussi, j'ai un peu de mal. Parce que là mais je crois que je suis pas le seul. Pour ça, ces points-là, hein, c'est bien connu de pas être Non, très ouais, efficace. je pense que tu peux te rassurer, en France, je pense que c'est assez commun de Ouais, c'est et comme je suis impatient, je peux vite m'énerver sur ces points-là. ah, c'est marrant parce que tu, heu, tu véhicules quand même une image de quelqu'un assez calme Ouais. et c'est marrant de Mais en t'entendre fait, dire que tu peux t'énerver et tout ça. bah, justement, mais je crois que les gens calmes, peut-être comme moi, on va peut-être moins souvent s'énerver, mais quand on s'énerve, c'est vraiment, ça y va, quoi. Le C'est ce bouchon qu'on me dit, était, c'est que je après, j'ai peut-être plus c'est plus de l'impulsivité, mais je crois que c'est lié aussi au côté, hypersensible ou je sais pas, le côté plus impulsif qu'énervé. OK. C'est que, je peux vite, je vais vite en fait, dans toutes les directions. Et aujourd'hui, tu t'organises comment? Parce qu'une journée de salarié, c'est facile à imaginer, mais une journée Ouais. d'entrepreneur, comment ça se passe? Mmh. Ben, en fait, c'est très marrant parce que j'ai créé d'abord mon business pour la liberté. Mmh. Donc je pouvais pendant très longtemps, mes journées, c'est que je travaillais où je voulais, quand je voulais, je voyageais. J'étais toujours à l'autre bout du monde. J'avais, à un moment, ce qu'on appelle le laptop lifestyle. Donc mon ordi portable, je bosse où je veux, je fais mes petites vidéos, je fais mes contenus et il y a un moment où quand tu es libre parce que j'avoue que le tout début, j'avais quand même très fortement une envie de contribution. Parce que j'ai publié des tonnes de contenus. Si tu me connais depuis longtemps, tu sais que je suis un créateur de contenu compulsif. Mais c'est parce que j'avais vraiment envie de partager des messages, de l'éducation, des livres, j'ai fait beaucoup de messages de personnels qui m'ont fait connaître, business et cetera et il y a un moment où j'avais cette liberté, j'ai atteint les résultats que je voulais et j'ai toujours eu cette notion de contribution, mais je voulais d'abord être libre, pour avoir plus de champ de liberté de contribuer et il y a un moment où peut-être il y a 5 ans, je me suis lassé et je dis: «Bon maintenant, bah, je suis libre, mais je commence à m'ennuyer». C'est très bizarre et pour ceux qui n'ont pas encore atteint ça, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais c'est vraiment ce que j'ai vécu et et je me suis dit: «J'ai envie de plus, j'ai envie d'avoir plus d'impact, j'ai envie de me professionnaliser» et ce qui fait que je me suis beaucoup plus posé et j'ai transformé mon business plus dans un fonctionnement justement de salarié. Ça veut dire qu'avant, c'était vraiment un peu freestyle, laptop, je m'organise, je suis efficace, mais je bosse pas beaucoup. Je deviens en mode machine. Je bosse, même si avant je bossais déjà. Il y a des moments où je bossais par sprint, Mmh. par beaucoup, mais là, j'étais vraiment en mode, je pense que et jusqu'aujourd'hui, je pense que je bosse plus qu'un salarié. Mais parce que je suis passionné par ce que je fais. Mais donc il y a eu après la période où je faisais tout par moi-même. Donc là, des grosses journées, très organisées par, par type de journée. Par exemple, ça peut être les journées, création de contenu, les journées marketing, les journées, rendez-vous clients et cetera et jusqu'à automatiser les process, commencer à prendre des gens en délégué. Même si c'est un truc que j'ai beaucoup de mal à faire parce que comme je suis impatient, j'ai pas la patience de trouver les bonnes personnes et parfois je préfère que ça soit vite fait, mais c'est pas viable sur le long terme. Donc là, depuis, très peu de temps, j'arrive à déléguer, à me soulager
et maintenant je passe vraiment en mode, peut-être vraiment chef d'entreprise. C'est-à-dire que j'ai eu l'époque, libre, peut-être un peu artisan, mais automatisation. L'époque, charbonner comme un malade, tout faire pour tout créer, et maintenant l'époque, j'en sors et je commence à investir, à créer des systèmes, à me diversifier, à avoir des projets, à faire des événements, des conférences, et maintenant mes journées, bah, je saurais pas trop dire parce qu'elles se ressemblent pas forcément toutes. Mais il y a toujours une phase de j'aime bien, en fait, il y a un truc que je fais tous les jours, c'est créer. Créer un article, une idée, un script que je vais tourner après, un projet. Il y a toujours une partie créative que j'aime, et après il y a aussi beaucoup de marketing parce que c'est mon métier. Du coup, je réfléchis toujours à comment je peux, mieux me faire connaître, créer des campagnes marketing et cetera. Et au-delà du fait que, enfin, tu aimes, créer, est-ce que tu penses que c'est une bonne attitude à adopter en tant qu'entrepreneur de se contraindre ou en tout cas de se discipliner à créer tous les jours? Que ce soit des idées, que ce Ouais. soit des formations, que ce soit gratuit, payant, peu importe. Bah, en fait, je pense que ça dépend du type d'entrepreneuriat qu'on veut faire. Parce que je pars du principe qu'il y a plein de façons d'entreprendre et que certains, peut-être, n'aiment pas ça, sont pas faits pour ça, et c'est OK. Dans ce cas-là, qu'ils se concentrent sur leurs en fait, je pars du principe que le plus important quand on est entrepreneur, c'est de focaliser sa zone de génie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on parlait de branding, la zone de génie, ça veut dire qu'est-ce que vous faites le mieux et quelle est la plus grosse valeur à ajouter dans votre business. Dans mon modèle économique et dans mon business, c'est le contenu. C'est moi l'image, c'est-à-dire les vidéos, les podcasts, les clients, les formations, tout, je dois les faire, et j'adore ça et je suis très bon dedans. Ça, quelqu'un ne pourra pas le faire à ma place. Quelqu'un ne pourra pas prendre la se mettre en vidéo sur ma chaîne YouTube et promouvoir mes produits ou faire mes formations. Ça marcherait pas, en fait, heu, parce que c'est ma façon de faire. Si on fait le même métier que moi, je pense que oui, on est un peu obligé, mais si on n'aime pas ça, faut pas s'obliger à le faire. Je pense que c'est important. Après ça j'en connais aussi qui sont, par exemple, meilleurs en par exemple, des coachs. Ils aiment sont pas bons en créer du contenu, mais ils sont très bons pour être avec des clients et les coacher, et donc du coup, ils ont, par exemple, des copywriters, des gens qui écrivent leurs emails, des articles pour eux et cetera, et eux, ils font le travail derrière, et c'est OK, ça marche très bien. Donc je pense que le plus important, c'est de trouver où on veut se mettre dans son business, sur quoi on veut où on veut se mettre dedans ou au-dessus, et focaliser dessus. Au début, on est obligé un peu de tout faire, hein, enfin, quand on débute, on n'a pas forcément les moyens d'investir, sur des prestataires et tout, mais je pense qu'à terme, il faut avoir cette vision. Donc aujourd'hui, j'essaie d'être plus dans la partie contenu parce que j'adore, ça me passionne, et la partie vision. Vision, stratégie, OK. et moins exécution, à part les tournages et les conférences. Oui, où là, tu forcément que c'est toi. Forcément que c'est moi, mais j'adore ça, et du Ah coup, oui, OK. ça me en fait, ça me nourrit, et je suis capable de faire une journée de tournage et d'être en pleine forme après, quoi. Et Ah parce oui, que parce j'aime que ça, ça en fait, ça me prend pas de l'énergie, ça m'en donne. Pareil pour les confs, et bah, quand on s'est vu à la tournée Game Entrepreneur, j'ai enchaîné, une tournée, et je me suis jamais ressenti une vraie fatigue. C'est très bizarre. En fait, à la fin, j'étais plus fatigué de me répéter, plus que fatigué de faire, d la tournée. C'est-à-dire que au bout d'un moment, à force de faire la même conf presque tous les 2 jours, ouais, bon, c'est normal, mais c'était pas une fatigue, physique, quoi. OK. Ah, c'est Donc je intéressant. pense que si on trouve le truc dans lequel on est bon, ça nous nourrit, on peut le faire non-stop, c'est là où vous allez apporter le plus de valeur, en fait. Ouais, ça me fait penser, alors ça a rien à voir du coup, il est pas, enfin, c'est pas du tout un infopreneur, c'est le mari de ma marraine, peu importe, et il est, pianiste, mais pianiste, on est au-delà de la passion, tu vois? Il passe ses journées à Mmh. écrire, à composer, à pratiquer, à jouer, à faire des concerts, mais il peut faire des nuits de 4, 5, 6 heures, et il enchaîne les journées comme ça depuis des dizaines d'années, parce qu'il a pas notre âge, Ouais, et ouais. tu l'impression que ça le fatigue jamais. Bah, c'est ça, hein, je connais des sportifs qui s'entraînent tous les jours, ils sont toujours en forme, des artistes qui sont en studio jusqu'à 3, 4 heures du matin et ils sont bien. Je pense qu'en fait, quand on aime et on est passionné par ce qu'on fait, ça nous prend pas d'énergie, et j'ai même dit ça à un moment, c'est que j'ai jamais en fait, c'est rare de voir un burn-out de quelqu'un qui est vraiment passionné par ce qu'il fait, dans le sens, tous les burn-out que j'ai vus, et moi j'en ai vécu un aussi, c'est parce que j'étais saoulé par ce que je faisais et je me forçais à bosser.
j'ai jamais vu un épuisement en faisant vraiment ce qu'on aime parce que ça nourrit, en fait. Il y a toujours des limites, la limite physique, intellectuelle, Oui, oui. mais je parle si on a un minimum d'équilibre et d'hygiène de vie, on peut avoir une endurance monumentale sur les choses qui nous passionnent. D'ailleurs, c'est un excellent conseil que d'être passionné, enfin, quand tu fais un truc qui te passionne, tu y mets plus d'énergie, tu progresses plus vite, tu es un peu plus C'est expert, comme ça, tu disais tout à l'heure. Enfin, il y a je crois que c'est dans le livre de Idriss Aberkan qu'il en parle, pour l'apprentissage, «Libérez, votre cerveau», je sais plus comment il se nomme son livre, où justement il dit que tout part de la passion et il fait le parallèle avec l'école où justement on a tendance à te mettre dans des cases, à justement pas utiliser tout ce qui est gamification et tout ça et les gens le font par, contrainte, alors que quand tu le fais par passion, t'as pas l'impression de bosser et tu progresses, ouais. vachement. Et d'ailleurs, je sais pas si enfin, il y avait l'époque, Adi et Adibou quand j'étais, à Oui, l'école, exact. qui était de la gamification justement, de l'apprentissage par le jeu Mmh. et je trouvais ça génial parce que j'apprenais beaucoup, quand j'ai eu mon premier ordi, j'avais des petits logiciels éducatifs et je m'amusais, j'apprenais. Sur disquette. C'est et ouais, et j'avais aussi l'encyclopédie Encarta, les trucs comme ça là avec plusieurs CD et on n'avait pas Wikipédia à l'époque Non. et et tous ces trucs-là, en fait, ça rendait l'apprentissage fun. J'ai eu la chance d'avoir eu quand même aussi quelques bons profs qui d'ailleurs les profs passionnés, c'est puissant pour nous passionner d'une matière. C'est vrai J'ai eu la chance pour avoir fait une terminale S d'avoir un prof de maths passionné et j'ai kiffé mes premières et terminales S avec lui. et ça marche dans un sens comme dans l'autre. Un prof passionné, c'est passionnant. Ouais, Et à l'inverse, un prof où, bah, tu sens qu'il a rien à être prof, hein. Ça, c'est comme un commerçant qui sourit pas, quoi. Il a pas c'est à être ça. commerçant. Bah, il y en a qui sont capables de tuer des vocations presque, parce qu'ils sont Bah, moi, j'ai été dégoûté de l'espagnol à cause de certains profs, hein. Je sais heureusement pas qu'il y a eu le pourquoi, vocabulaire. je ne sais pas pourquoi, tous les profs d'espagnol que j'ai eus étaient ultra blasés et nous prenaient pour des demeurés. Donc forcément, j'ai jamais trop progressé en espagnol. J'avais des bonnes notes, mais les notes éducatives seulement. Pour parler, je suis très mauvais. Et même, avec les voyages maintenant, tu te Bah, en fait, je vais très rarement en Espagne, dans les pays, je suis jamais allé en Argentine. Enfin, les pays où on parle espagnol, j'y vais très peu. OK. J'ai plus entendu parler portugais, mais je comprends pas non plus beaucoup plus. Avec la capoeira et plus portugais brésilien et et sinon après l'anglais. Je parle couramment l'anglais, je comprends l'anglais donc généralement partout, j'utilise plus l'anglais. Et qu'est-ce que tu penses du fait que là, en 2020, tout devient de plus en plus, abordable? Je trouve que ce soit techniquement, que ce soit en termes Mmh. d'information, franchement, moi j'ai commencé en 2012, et en 2012 déjà les choses étaient facilitées. Il y avait quand même WordPress, il me semble, oui, j'ai commencé Ouais. avec WordPress. Il y avait quand même des choses qui étaient assez simples, mais là c'est vraiment devenu vrai, enfin, même quelqu'un qui est pas bon en informatique est capable, que ce soit en termes techniques ou, Ouais. d'informations à récolter, il a tout ce qu'il faut. Est-ce que tu penses que c'est un avantage ou un inconvénient? Ben, je pense que c'est à double tranchant parce que c'est un avantage parce qu'il y a moins de portes à l'entrée. C'est-à-dire que tout le monde maintenant, depuis chez lui, peut faire ses contenus, créer son business, créer ses tunnels de vente, ses produits, hem, créer ses compositions, lancer ses morceaux de musique, tu peux acheter des micros, qui peuvent donner une qualité presque pro, pour moins de 100 €. Tu peux faire ton petit studio chez toi, tu peux filmer avec ton téléphone, il y a tout ça fait que tout le monde devient créateur de contenu ou tout le monde peut créer. Le souci, c'est que comme tout le monde peut créer, ça fait plus de concurrence et que ceux qui vont sortir du lot seront les plus persévérants et les meilleurs ou pas forcément les meilleurs, mais en tout cas ceux qui vont être, soit plus visibles, bons, enfin qui auront une bonne stratégie de persévérance et de visibilité. En fait, il y a un enchaînement d'éléments qui font que pour percer, je pense que c'est plus dur. Ça veut dire que, honnêtement, je sais que ça va dans le contre-courant de ce que les gens disent, mais je pense qu'arriver maintenant en étant totalement inconnu, il faut une stratégie béton pour percer. Mais on peut, mais il faut vraiment, une bonne stratégie parce que on est plus facilement noyé dans la masse et quand j'ai commencé, par exemple, les vidéos en 2012, c'était ultra facile d'avoir des dizaines de milliers de vues sur YouTube, ma chaîne a décollé très vite et tout
et maintenant c'est très, très dur. C'est très, très dur et il y a beaucoup plus de concurrence. Tout le monde s'est mis à parler des mêmes sujets, tout le monde fait la même chose. Donc faut se professionnaliser, faut se différencier, faut créer un branding. Donc je crois que l'avantage, c'est que maintenant tout le monde peut s'épanouir créativement, mais qu'il peut y avoir cette frustration de se dire: «On peut être noyé dans une plus grande masse» Ouais, et donc voilà. Je pense que c'est à double tranchant. on n'a plus d'excuses, techniques, on peut plus se cacher derrière, «Ah ouais, C'est mais je ça, peux pas, c'est trop dur». Mais par contre, on a, d'autres obstacles qui sont les autres forcément c'est ça. et en C'est fait qu'on a été un peu les je pense les early adopters, les gens qui ont ouais, testé, qui ont expérimenté et maintenant que ça touche la masse, ben, qui dit la masse dit plus de monde. Donc moins de portes à l'entrée, mais beaucoup plus de concurrence. donc finalement ce qui reste maintenant c'est le mindset à avoir Le mindset, c'est la stratégie et le réseau. et Parce que ceux qui percent aujourd'hui, ils ont de bonnes stratégies sur ces 3 points-là. Enfin, mindset, c'est naturel, faut persévérer, faut pas lâcher, parce que je peux vous dire que j'ai créé du contenu pendant longtemps avant que ça décolle, et c'est très facile de vouloir abandonner à ce moment-là. Pareil, la stratégie parce qu'on peut s'épuiser à faire la même chose et ça prend jamais parce qu'on pour les mêmes efforts, on pourrait avoir plus d'effet levier et le réseau parce qu'il faut être réaliste, si on veut être visible aujourd'hui dans un truc qui est noyé, faut vite faire des partenariats et s'associer pour aller plus vite. On peut y arriver sans, mais ça va beaucoup plus vite avec. et Donc je pense que tu as complètement raison, mais ça rejoint bien ce que tu disais au début, le fait d'être, dans sa zone de génie et tout ça. Parce que quand tu es dans ta oui, zone de génie, c'est beaucoup plus facile de créer du lien avec les autres, parce que tu parais pas être un imposteur. Tu vois? Enfin, oui. chacun et tu te construis comme ça et ça monte comme ça, ouais, j'avoue que, bah, le réseau, et puis c'est pas nouveau, hein, c'est pas que de internet. Le réseau, Oui, tout à fait, ça c'est dans tous les domaines. ça a toujours aidé n'importe qui. Mais d'ailleurs, bonne nouvelle quand même pour tous ceux qui écoutent, c'est que le réseau, même si on n'en a pas conscience, on en a toujours enfin, il y a plein de gens auxquels on pense pas, mais il y a plein de gens finalement qui on pourrait nous demander, ça se trouve, je sais pas, notre voisin, enfin sans on n'y pense jamais, ça se trouve notre voisin par rapport à ce qu'on veut faire, il a peut-être des contacts et cetera et on a toujours plus de réseaux que ce qu'on pense. Tout à fait et moi j'ai eu des belles surprises, même dans ma famille, de gens qui m'ont ouvert des portes alors que j'aurais jamais pensé. Oui, bah, oui, par exemple. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui, dicte tes prises de décision? Est-ce que tu as, tu vois, au début, tu visais beaucoup la liberté. Oui, Heu, aujourd'hui, tu as besoin de plus, tu as besoin de contribuer. oui. Finalement, enfin, pourquoi tu continues? Qu'est-ce qui fait que tu continues tous les jours? Et qu'est-ce qui te dicte chaque jour dans les prises de décision pour dire: «Ça, je veux pas, ça, je veux», tu vois? Comment tu avances? Ben, maintenant j'avoue que je pense que je suis au à l'âge idéal pour di pourquoi je dis ça? Parce que j'en ai beaucoup parlé récemment, parce que quand j'avais la vingtaine, tu sais, tu as toute l'énergie, mais tu as pas l'expérience. Donc là, je bourrinais, j'y allais, j'étais libre, j'ai voyagé, je suis content. Et quand et au bout d'un moment, ben, on apprend, on apprend, on apprend, on se casse les dents, mais on rebondit, la persévérance, l'énergie. Passé la trentaine, on commence à se remettre en question, à peut-être être moins d'énergie, mais à avoir toute l'expérience. Mais on a quand même encore l'énergie. Donc je pense que j'ai la chance d'avoir encore la jeunesse et en plus l'expérience, les 10 ans d'expérience d'avant qui font qu'aujourd'hui, en fait, je peux me concentrer sur comment faire moins, mais beaucoup plus d'impact. C'est-à-dire que ce qui est génial maintenant, c'est que je sais que dès que je en fait, c'est avec tout le parcours que tout est réalisable. Si je veux faire un truc, je sais que je peux le faire. Parce que, par exemple, l'événement, Game Entrepreneur Live, qu'est-ce qui m'a motivé à le faire? J'avais envie d'avoir un gros impact. C'était un gros projet, un gros investissement, un gros risque et quand je l'ai fait, je me suis dit: «En fait, c'est possible». Alors qu'il y a 10 ans, je me serais dit: «Mais tu es complètement taré, ne fais jamais ça, c'est» voilà et maintenant il y a plus de en fait, c'est comme s'il y avait plus de limites. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc, une idée, je parlais d'impatience, on le fait. Et ce qui me motive justement, à le faire, est-ce que je vais apprendre? Parce que j'adore apprendre, je suis curieux, donc est-ce que c'est un truc complètement nouveau où je vais apprendre? C'est ça que je suis incapable de faire tout le temps la même chose. Deuxième motivation, qu'est-ce est-ce que ça va être aussi, à la limite, rentable? Parce qu'il faut être lucide quand c'est du business, il y a un aspect rentabilité, mais la rentabilité, moi, je la mets à 3 niveaux: l'investissement temps, argent, énergie. Donc est-ce que ça va me rapporter? Est-ce que ça va me nourrir? Est-ce que ça financièrement, c'est viable? Est-ce que je suis
suis prêt à perdre? Est-ce que mon objectif, c'est de gagner, de perdre, d'être à l'équilibre? Peu importe. Si je suis prêt à perdre, qu'est-ce que ça me rapporte sur le long terme? Et puis, au-delà de l'aspect investissement, y apprendre, retour sur investissement et vraiment le fun, m'amuser. Je fais jamais un truc si je trouve pas ça amusant. Mais amusant dans le long terme. Je suis prêt à faire des trucs difficiles et désagréables si ça nourrit un amusement. C'est comme le sport, j'adore le sport, ça m'amuse, mais quand tu fais du sport, tu sais il y a des moments où tu souffres. Oui, Mais tu sais tu sais pourquoi tu pourquoi. le fais, C'est voilà. ça et c'est ça qui te motive et qui fait kiffer. Sans devenir maso. Oui, non, je vois bien quand j'ai préparé l'Ironman, il y a des séances qui étaient dures, Ouais. je savais pourquoi. Donc voilà, apprendre, retour sur investissement et m'amuser. Donc du coup, si tu devais, recommencer, enfin, c'est compliqué à chaque fois de poser cette question, si tu devais recommencer de zéro parce que, tes connaissances, tu les as toujours, ton réseau, tu C'est les as ça. toujours, enfin, il y a plein de choses, on peut pas te les enlever. Alors on peut le reformuler autrement. Heu, Si tu devais mentorer quelqu'un qui commence un nouveau projet, qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour le rassurer et lui dire que c'est possible et qu'il y a rien de il y a rien de compliqué? Bah, en fait, je lui dirais que de toute façon, c'est mon grand mantra, c'est: «Kiffe ton game». Ça veut dire quoi? Kiffe le chemin, kiffe le jeu. C'est un jeu. C'est-à-dire que peu importe où tu vas, ça va être difficile, il y aura des beaux moments, des moments difficiles, il y aura des échecs, des réussites. Mais si tu aimes le process, comme on l'a dit juste avant, tu sais pourquoi tu le fais, ça t'anime. Si tu aimes le chemin, peu importe ce qui se passe, ça va t'amener au bon endroit. Ça, c'est vraiment moi ce que je dis toujours, c'est que ne te ruine pas ta vie pour un résultat. Fais ce que tu as à faire, kiffe et le résultat sera une conséquence et lâche prise sur le résultat. Le résultat, c'est juste une vision, c'est quelque chose que tu veux, mais il faut aimer le process et quand je dis aimer le process, je vais donner un exemple. Si mon résultat était, je peux pas à un moment, je sais pas, avoir mes 1000 premiers abonnés sur YouTube à l'époque où je l'ai fait, c'était un objectif. Mais si on se frustre parce qu'on se dit: «J'ai toujours pas mes vues, j'ai toujours pas ces trucs-là» et on pense qu'au résultat, on devient dingue. Le process, c'est créer du contenu et aimer créer ce contenu. Et j'ai tellement kiffé créer du contenu qu'un jour, je suis arrivé, j'ai vu que j'avais dépassé les 1000 et j'avais déjà même oublié cet objectif. Et même financièrement, c'est la même chose quand on passe des paliers. Bon, parfois, on se dit: «Bon, ce palier, ce palier, ce palier» et puis on oublie de se demander: «Mais qu'est-ce qui va provoquer ça et comment?» Et que souvent, c'est la passion, la bonne stratégie, la persévérance qui va créer ce palier et qui va casser ce truc, cette barrière. Et je crois que ça, c'est le meilleur conseil que je donnerais. C'est de plus focaliser sur le process et lâcher prise sur le résultat. J'adore le J'adore le mantra, parce que je le partage complètement. Ça me fait penser un peu comme en sport quand on te dit de se focaliser sur un objectif de maîtrise et non pas un objectif de résultat, parce que le résultat, Tout tu ne le à fait. maîtrises pas. Mmh. Et je fais le parallèle souvent avec les pour, réappuyer ce que tu dis et être complètement d'accord. Avec mes élèves en musique, il y en a où tu sens que, ils travaillent, mais dans l'objectif de réussir à faire tel morceau ou tel morceau, Mmh. mais ça les saoule de travailler, ils aiment pas ça. Ouais. Ah ouais. Et j'essaie de me dire: «Mais qu'est-ce qui me différencie?» Parce que moi, travailler pendant des heures sur une même mesure et tout ça, je kiffe, j'adore. Parce qu'en fait, je suis en train de voir que je suis en train de construire mon morceau. Ou quand j'apprends une nouvelle, discipline, parce que j'ai un peu le même syndrome que toi de vouloir, toucher un petit peu à tout. J'adore être, nul et voir que je suis en train de progresser et d'apprendre. Je trouve ce process génial et voilà, donc tout ça, c'était juste pour dire que j'étais d'accord avec, avec le Oui, bah, conseil que je c'est trouve. surtout pourquoi on le fait, parce que je sais qu'il y a toute une génération qui se ruine, le moral et la vie parce qu'ils veulent devenir, célèbres, parce qu'ils veulent, devenir, influenceurs, parce qu'ils veulent devenir, entrepreneurs à succès ou je sais pas quoi. Mais ils oublient que les gens qui sont arrivés là, c'était avant tout des passionnés. Tu vois, les influenceurs qui y a maintenant les plus célèbres on va dire les premiers. Limite, en fait, ils se sont fait kiffer à l'époque sur Vine, sur YouTube et cetera et ils ont eu le succès qu'ils ont aujourd'hui. C'est une conséquence, en fait. Mais à l'époque, ils se sont pas dit: «Je veux devenir youtubeur à succès». Ça a été une conséquence. Après, oui, c'est devenu un business, c'est devenu, presque une obligation pour certains, mais c'est né de ça, en fait et je crois que faut pas oublier le pourquoi. Il faut mieux que ce pourquoi soit basé sur une réelle passion, et pas juste un résultat de reconnaissance ou juste financier parce que sinon vous serez jamais heureux. Et puis on Parce perd qu'il y pas. aura ouais, en fait, il y aura toujours, toujours, toujours meilleur, on te voudra toujours plus et je vous le dis,
Je suis le premier à tomber dans le piège. Dès que j'adore me lancer des challenges. Dès que j'ai fait un truc, après je me dis: «OK, super, bon, what's next? On fait quoi après?» C'est horrible. Et en sport, c'était pareil. Ça, j'ai réussi à lâcher prise. En business, j'arrive à lâcher prise. C'est qu'en sport, dès que je passais un nouveau palier, par exemple, en dessous des 40 minutes, j'aurais pu me dire, comment je peux aller encore beaucoup plus loin et Et plus vite. craquer, quoi. Mais en fait, tu peux te ruiner la santé aussi comme ça. Ouais. Donc ouais. Eh beh, écoute, c'est super, j'ai fait le tour de toutes les questions que j'avais à te poser. Alors mais quand même, je vais quand même te demander, un peu, bah, où est-ce qu'on peut te trouver? Ça me paraît important. Oui, bah Tout le monde a vu le nom, donc je pense qu'en faisant des recherches, on trouve, mais est-ce qu'il y a un endroit en particulier où tu publies le plus? Bah, vous pouvez me retrouver avec mon nom sur, YouTube, podcast et à la limite Instagram. C'est là où je suis le plus actif, on va dire, mais si vous trouvez mon nom, vous trouvez la plupart des réseaux donc selon le réseau où vous êtes, normalement, je devrais y être. Cool, merci beaucoup et je vais te poser une Sauf TikTok, je suis pas encore dessus. bon, je suis pas sûr que tu loupes grand-chose. Une micro question, qui va te plaire, heu et puis on finit sur ça. Si tu avais un super pouvoir, tu choisirais lequel? Mmh. Maîtriser l'espace-temps, Joli. comme Flash, aller tellement vite que c'est un peu triché parce que c'est la vitesse, mais quand Flash, il va super vite, il peut, voyager dans le temps. Et comme le temps, c'est mon truc principal, c'est mon branding justement, pouvoir maîtriser le temps et la vitesse, ça me ferait kiffer. Super, génial, merci pour ton temps et puis, à une prochaine. À la prochaine, merci. Ciao.